Vous n'êtes pas ici pour guérir, vous êtes ici pour fonctionner. C'est une phrase qui, waouh, qui percute, non? Ah oui, complètement. On la trouve dans une transcription qu'on explore aujourd'hui, et c'est une idée assez radicale. Radicale, oui. Elle prend vraiment à rebrousse-poil ce qu'on entend partout dans le développement personnel. Cette idée qu'il faudrait d'abord se réparer, tu vois. C'est ça, régler ses problèmes, atteindre une sorte de paix intérieure avant de pouvoir, enfin, se lancer dans la vie. Du coup, votre mission aujourd'hui, c'est de se plonger là-dedans, d'essayer de comprendre pourquoi, selon cette source, l'action devrait primer sur le sentiment d'être prêt. Et de voir ce que ça veut dire, au fond, être fonctionnel, plutôt que parfaitement réparé. C'est ça, toute la question est là. Alors, allons-y. La source pose d'emblée un argument assez fort. Oui, Que cette idée moderne, qu'il faut être émotionnellement stable pour agir, eh bien ce serait une illusion. Une illusion qui nous paralyse. Et pour le prouver, l'auteur utilise un argument historique assez massif. Il nous dit, en gros, imaginez un instant. mhm. Si l'humanité avait attendu que tout le monde soit guéri, apaisé, sans anxiété, on n'aurait rien construit. Pas de civilisation, pas de pyramide, rien. C'est vertigineux quand on y pense comme ça. Le texte le dit de façon très crue. Les plus grandes choses ont été faites par des gens torturés, anxieux, imparfaits. Ils n'étaient pas stables, mais ils étaient en mouvement. Voilà. Et on nous a vendu l'idée que notre état interne devait être parfait pour que notre vie avance. Et la source nous dit non, c'est un mensonge. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste une idée philosophique en l'air, ça s'ancre dans une perspective très biologique. Ah oui. Oui, le texte nous rappelle que notre cerveau n'est pas programmé pour le confort. Il est fait pour l'adaptation, pour l'action, pour l'efficacité. J'aime beaucoup l'analogie qu'il utilise, celle de l'animal dans la nature. Hum, hum. Un lion ne se dit pas « Oula, je me sens pas très aligné aujourd'hui, je chasserai demain ». Il agit, point. Et c'est seulement après, une fois en sécurité, que son système nerveux se régule. C'est exactement ça. Et ça nous amène à la phrase la plus importante, je pense, de cette première partie, celle qui renverse toute la logique. Vas-y. La régulation émotionnelle vient après l'action. Jamais avant. Il faut vraiment la laisser infuser, celle-là. C'est un changement de paradigme complet. Absolument. On passe notre temps à se demander si on va assez bien pour faire les choses. Alors que la vraie question, ce serait « Est-ce que je suis utile à ce que je veux construire ?» On peut aller mal et être profondément utile. Ce qui nous place face à une nuance essentielle que le texte explore juste après. Oui. Si le but n'est plus simplement d'aller bien, alors c'est quoi? Et la source dit que le développement personnel a tout mélangé. Il a confondu deux concepts, aller mieux et devenir plus fort. Exactement. Et les comparaisons sont très très parlantes. On peut les prendre une par une. Je pense que ça vaut le coup. Oui, bien sûr. La première, aller mieux, ça soulage. C'est temporaire. Devenir plus fort, ça transforme. C'est permanent. Ok. Ensuite, aller mieux, ça apaise. Devenir plus fort, ça structure. Et la dernière, ma préférée, aller mieux, ça rassure l'ego. Devenir plus fort, ça construit une identité. La différence est colossale. C'est une excellente image, la différence entre prendre un antidouleur ou faire de la rééducation. Pour renforcer un muscle, l'un masque, l'autre construit. C'est exactement ça. Et psychologiquement, les implications sont énormes. La source suggère que cette quête de guérison peut devenir une forme très sophistiquée d'évitement. Une fuite carrément? Oui, une fuite, souvent inconsciente. Le statut de personne en guérison, c'est confortable, tu vois. Je vois. On est en chantier, en pause. Donc on est excusable de ne pas agir. Et l'ego, il adore ça. Il n'a pas à prendre de risques. C'est dérangeant, cette idée, que notre désir d'aller mieux puisse être un frein. La source à cette phrase terrible, « Vous n'êtes pas brisé, vous êtes souvent simplement inutilisé ». Ouch. Et pour enfoncer le clou, l'argument devient neuroscientifique. Ah oui? Le texte est très clair. Le cerveau ne se reprogramme pas en contemplant ses blessures. Il se reprogramme en agissant sous contrainte émotionnelle. Attends, là il faut qu'on s'arrête une seconde. Agir sous contrainte émotionnelle, ça peut faire peur. Ça ressemble à la recette pour un burn-out, non? C'est une excellente question, et la nuance est cruciale. La source ne dit pas d'agir de façon chaotique. Elle s'appuie sur les travaux de Donald Hebb, dit 1949. La fameuse loi de Hebb? Exactement. Les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cerveau change quand un nouveau comportement est imposé. Pas juste une nouvelle pensée, l'action.
Ici, c'est une action alignée avec un objectif, même si on la fait en tremblant. Donc si je traduis, chaque fois qu'on a peur et qu'on recule, on renforce le circuit de l'évitement dans notre cerveau, on l'entraîne à fuir. Précisément. Et à l'inverse, quand on agit malgré la peur, on force le cerveau à créer un nouveau chemin. Le chemin du «je peux avoir peur» et agir. On construit physiquement un cerveau plus fort. Pour rendre ça moins théorique, la source donne deux exemples très concrets. Ah oui, les anecdotes. Le premier cas, c'est un client de 42 ans. Le portrait classique. Homme brillant, cultivé, des années de thérapeutique, le profil type de celui qui a tout compris dans sa tête, mais qui n'avance pas. Exactement. Sa vie est à l'arrêt. Et il a cette petite phrase qui tourne en boucle, «Je ne suis pas encore prêt». Le piège parfait, Et alors, quel est le diagnostic de la source? radical. Il ne lui manquait pas plus de guérison, il lui manquait juste une chose, la permission intérieure d'être imparfait et actif. La permission de commencer avant d'être prêt. Voilà. Et apparemment, le jour où il a lâché l'objectif d'aller mieux pour juste se mettre en action, son système nerveux s'est stabilisé tout seul. L'action a régulé l'émotion. C'est l'incarnation parfaite du principe. C'est puissant. Très. Le deuxième exemple est peut-être encore plus parlant. Une amie de 36 ans, hypersensible, très consciente de ses blessures, mais complètement passive. Et la source trouve la raison. Oui, toute sa vie tournait autour d'une seule question. Laisse-moi deviner, Mhm, comment je me sens? mhm, Bingo. mhm. Une surveillance constante de son état interne. Et le déclic, ça a été de changer de question. Et la nouvelle question, c'était quoi? Qu'est-ce que je fais, même si je ne me sens pas prête? Et ce simple changement a tout débloqué. Ce que ces histoires montrent, c'est un recadrage complet. Il ne s'agit pas de nier la douleur. Il s'agit de lui donner un autre rôle. Oui, et les métaphores utilisées sont magnifiques pour ça. La première, vos cicatrices, ce n'est pas ça le problème. Ça fait partie de vos matériaux de construction. On n'est plus dans l'effacement, mais dans l'intégration. Un peu comme le kintsugi japonais. C'est ça. Et la deuxième métaphore, vos fragilités ne sont pas une excuse. Elles doivent être votre terrain d'entraînement. La faiblesse devient l'endroit même où la force se construit. C'est très stoïcien au fond. Absolument. Bon, d'accord. Donc si le but n'est plus la guérison parfaite, alors c'est quoi le nouvel objectif? La source en propose un qui est à la fois plus modeste et, en fait, beaucoup plus exigeant. Oui, Le but n'est pas d'être paisible ou confortable, il est d'être vivant et fonctionnel. Et ça nous amène au concept clé de la fin, devenir fiable. fiable. C'est pas un mot qu'on entend souvent en développement personnel. Qu'est-ce que ça veut dire ici? La source le décline en 3 points. 1. Être fiable envers ses propres paroles. Faire ce qu'on a dit qu'on ferait. Ok, 2. Être fiable envers ses engagements. Et 3. Le plus important, être fiable envers ce qu'on sait être juste pour soi, même si ça fait peur. C'est une éthique de l'action. Un esprit puissant n'est pas un esprit paisible, c'est un esprit fiable. j'aime bien. C'est ça. Et c'est juste après ça que l'auteur nous livre un avertissement qu'il qualifie lui-même de brutal. Oui, un passage assez dur. Il affirme que ce désir de guérison, au fond, cache souvent autre chose. Un désir d'éviter la souffrance, la responsabilité ou le risque. Il suggère qu'on se ment à nous-mêmes en fait, que cette quête de bien-être peut être une forme de lâcheté. C'est ça, la peur de vivre pleinement avec tout ce que ça implique de douleur et d'échec. Et la source rappelle une vérité de base. La vie ne nous a jamais promis l'absence de douleur. Jamais. La seule promesse de la nature, c'est une capacité d'adaptation. C'est ça notre vraie nature. Ce qui nous amène à la conclusion, au message final. L'invitation est directe, c'est presque un ordre. Arrêtez d'attendre d'être guéri. Commencer à devenir fiable et fonctionnel. Maintenant, pas dans un futur où on sera enfin prêt. C'est ça. Et il y a cette dernière phrase, pour tout résumer, c'est précisément en avançant blessé que vous devenez invincible. Pas en étant guéri, en avançant blessé. C'est une idée magnifique. L'invincibilité qui n'est non pas de l'absence de faille, mais de la capacité à fonctionner avec. Alors après tout ça, s'il fallait laisser une dernière question en suspens, une pensée à emporter avec soi, hmm, si on accepte cette idée que l'action est le moteur, ça soulève une question très pratique. On pourrait se demander, quelle est la plus petite action constructive, alignée avec mes valeurs, que je pourrais faire maintenant? Pas en attendant de se sentir bien, justement parce que je me sens mal à l'aise.
Et question tout aussi importante, comment je fais la différence entre cette petite action qui construit vraiment et une simple agitation qui ne servirait qu'à me distraire de ce que je ressens? C'est une distraction fine. Très fine. Mais c'est peut-être là, dans cette distraction, que se trouve la clé pour appliquer concrètement toute cette philosophie.